Allora, Cristina Comencini, 1° maggio 2020. Buonasera Cristina Comencini. Buonasera da Roma. J'espère que vous allez bien et j'aimerais d'abord savoir justement comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Disons que nous, en Italie, on est à presque 2 mois de confinement. Donc, on est toujours une semaine en avance. Et maintenant, je suis habituée, j'ai pris un rythme de vie et je pense comme tout le monde, c'est-à-dire que c'est un temps qui est différent de tout ce qu'on avait connu. C'est comme les orientaux nous disaient, c'est très difficile de rester dans un endroit, de rester immobile, et bien un peu c'est ça. Et ça, oui, ça va, ça marche, c'est-à-dire que on fait euh, le rythme de la maison, je l'ai compris et tout ça. Maintenant, mon problème, comme je pense celui des Italiens, mais ça sera pour vous peut-être la même chose, c'est de comprendre comment sera notre vie un peu quand ça ne sera pas totalement fini, mais il y aura un accompagnement, on ne sait pas combien long, et comment elle va changer notre vie. Et donc, on se pose ces problèmes. Et moi, je ressens le fait que je ne devrais pas oublier ce qui s'est passé, que je dois l'emmener avec moi, mais en même temps, recommencer à penser aux choses activement, c'est-à-dire pas. Donc, c'est comme des réflexions qu'on fait comme ça, on se parle avec les amis sur ça. Et, et c'est ça le mood de ces journées-là. Au début, ça a pris beaucoup de nuances différentes, ce confinement. Vous êtes une amoureuse de la littérature et du cinéma depuis votre plus tendre enfance. En quoi est-ce que vous diriez que particulièrement ces temps de confinement, ce sont des fenêtres sur le monde, à la fois sur le monde extérieur, mais aussi sur votre monde intérieur? Ben, disons, quand on écrit surtout des romans, des livres, hein, parce que le cinéma, il devient assez vite un acte collectif, disons, non? Parce qu'après, on écrit un sujet, mais le scénario, déjà, normalement, il se fait à deux ou à trois, donc c'est déjà un acte collectif. Le roman, non, le roman est vraiment une expérience, quand on écrit un livre, une expérience qui est à côté de celle qu'on fait ces jours-ci. C'est-à-dire qu'on est dans une solitude, elle est habitée par beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a les personnages, toi-même avec les personnages, et l'histoire, et les voyages qui se font dans l'histoire, ou les choses qui arrivent même dans les mêmes lieux, des mémoires, beaucoup de choses. C'est une solitude très riche. Et ça, on peut aussi dire que le confinement est un peu ça, dans les meilleurs des cas. Parce que je pense qu'il y a des cas où c'est une solitude tout court, ou puis où c'est une guerre. Ça dépend aussi les gens avec qui on est confiné, des familles et aussi des fortunes et des maisons qu'on a. Mais en vérité, ça ressemble un peu au monde de solitude habitée des livres. Voilà, oui, ça, je pense que c'est vrai. L'Italie a été, le premier pays d'Europe qui a été, durement touché par la pandémie. À partir de quand est-ce que vous avez compris qu'elle allait véritablement tout envahir? Moi, j'étais à la campagne le week-end d'avant et on est rentré très vite parce qu'on a compris qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et autour du 8 mars, je me rappelle très bien, parce que mon film devait sortir le 12, donc je me rappelle très bien, le 8 mars, il y a eu cet premier décret qui nous a dit il faut rester à la maison. Et moi, j'ai senti, comme je connaissais un virologue, quelqu'un qui étudiait ça, qui a été après appelé dans le... Et il m'a dit, ça va être très dur. Et moi, j'ai même dit à mes amis français, parce que vous savez, j'ai une vie entre la France et l'Italie, j'ai même dit à mes amis, aux gens que je connais en France, j'ai dit, écoutez, ça va être très dur. Sauf qu'eux, ils croyaient pas à ça. C'est-à-dire que toute la vie qu'ils menaient à Paris était complètement différente. Et donc, ça a été la sensation qu'une chose énorme était en train d'arriver, mais que c'était très difficile de la communiquer aux autres. Et c'est pour ça que j'écris la lettre aussi, la lettre aux cousins français, parce que mon livre devait paraître, Quatre amours devait paraître ces jours-là. Et j'ai pensé qu'il fallait leur dire, écoutez, nous, ça nous arrive ça. Et voilà. Donc, non, j'ai assez vite compris, après de plus en plus,
C'était une chose quand même assez inouïe. Vous parlez de cette lettre donc du 19 mars qui a été publiée dans le quotidien français Libération. Et justement, la France est un pays frontalier et pourtant elle est restée jusqu'à la dernière minute dans le déni que cette maladie allait également l'envahir. Comment est-ce que vous expliquez ce déni? Parce que l'Europe ne s'est jamais faite encore. Le sentiment national est encore énorme dans nos pays. Et, et donc, je pense que une des choses, j'espère, positives de ce drame, si vous voulez, énorme qu'on est en train de vivre, c'est la sensation que non seulement on est voisins, mais on est presque dans le même pays, dans le sens que les frontières sont une illusion dans une chose comme ça. Je ne veux pas annuler les histoires de chaque pays, mais l'Europe, c'est ça. C'est l'idée qu'une chose peut, comme les gens circulent, une maladie peut circuler, une chose merveilleuse peut circuler, et donc il faut comme avoir dans notre façon de penser que ce n'est pas une autre chose, qu'on n'est pas protégé contre une chose qui arrive à nos voisins à côté. Parce que nous, on a fait la même chose avec la Chine, et on a mal fait. Mais c'était quand même très loin. Mais on a mal fait de toute façon, parce qu'on pourrait élargir ce raisonnement que je fais au globe, à tout le monde. Déjà, les écologistes parlent de ça. En parlant d'écologie, ils parlent du monde, ils ne parlent pas de différents pays. Est-ce que c'est dès lors aux écrivains d'être des lanceurs d'alerte et de nous alerter sur le monde dans lequel on vit? Je ne sais pas si on est capable. C'est-à-dire que moi, je me sens... des fois, il y a des choses que je peux avoir des intuitions comme ça, et j'en écris. Je pense que j'ai une sensibilité, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont encore plus que moi dans des métiers qu'ils font. Et je pense qu'il faut à chacun avec sa sensibilité, son métier, son travail, ce qu'il a, il doit essayer de penser, euh, d'essayer d'imaginer. L'imagination aide, c'est-à-dire la façon dont on pense aux autres, on pense qu'est-ce qui peut se passer, de ne pas nous enfermer dans une espèce de routine très individuelle. Disons que je pense que une chose qui nous a marqué et qui maintenant peut-être tombe, c'est un individualisme excessif, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est commun, il y a des choses qui sont en commun. Et même une maladie peut le faire comprendre. C'est pas, je ne suis pas heureuse de ça, mais quand même, tirons une chose de cette maladie, le fait qu'on a des choses on a des choses en commun. Après, on pourrait dire qu'on a en commun la littérature, l'art, le cinéma, le théâtre. On pourrait avoir beaucoup de choses en commun. Et peut-être cette chose-là nous fait comprendre qu'en réalité, on les a. Parce que moi qui circule entre deux pays, je vous dis que j'ai des affections énormes pour la France et l'Italie, et j'ai un lien très fort entre les deux pays. Donc, on peut le faire, ça peut se faire, ça. Vous le disiez au début, vous aviez un livre qui devait sortir en France, vous aviez un film aussi qui devait sortir. Ça représente des années de travail. Qu'est-ce qu'on ressent dans ce moment-là où justement c'est repoussé et où on vit dans cette espèce de temps suspendu? Quatre amours, incroyablement, il n'a pas encore été lu par les lecteurs, c'est-à-dire en grand nombre, parce qu'il est, pas, il est disponible, je crois, comme ça, on peut je ne sais pas comment est la situation en France, mais il a été lu par les journalistes qui l'ont lu, et j'ai eu beaucoup de papiers. Donc c'est incroyable, parce que j'ai eu beaucoup de papiers, de très bons papiers, dans un livre qui est encore un temps fantôme, donc c'est une autre situation. Mais le livre reste, les livres sont là, et on peut les lire, on peut attendre et puis les lire. Donc, je pense que de toute façon, même de bavarder comme on fait maintenant ou d'en parler, c'est très bien. Et je pense que si on voudra, on pourra l'acheter après.
Vous parliez de fantômes et justement, on vit désormais dans des villes fantômes. Vous avez très bien décrit aussi Rome dans un article. Rome qui est d'habitude tellement bruyante, vivante, surtout pour les fêtes de Pâques. Comment vous avez ressenti le fait que Rome soit totalement désertée et pourquoi est-ce que vous trouvez que dans ces moments-là, elle nous révèle quelque chose de l'ordre de l'invisible? Parce que les villes que j'adore, moi j'adore les villes, j'aime aller à la campagne, mais la ville pour moi c'est vraiment les traces de l'homme, de son identité, de son histoire, de sa culture, de son travail, des changements. Et donc je pense que surtout dans les villes d'aujourd'hui, elles sont totalement couvertes par les voitures, disons déjà, en Italie énormément, les parkings partout et par la énorme circulation de gens que moi j'aime beaucoup. Hein. Je ne veux pas dire que j'aime les, les villes désertes. Renzo Piano, qui a refait le pont qui est tombé à Gênes, a dit moi je projette des lieux pour les gens, et c'est sûr, c'est comme ça. Mais en même temps, le fait que c'est arrivé là aussi, ça nous a révélé la structure des villes, comment elles sont faites, et aussi leur beauté sans nous, mais c'est nous qui l'avons faite. Donc c'est comme de se revoir dans ce qu'on a fait, dans ce qui nous appartient. Parce que des fois, la vitesse, cette espèce de rythme comme ça rend complètement aveugle. C'est comme dans les maisons. Moi, j'ai regardé ma maison peut-être pour la première fois de cette façon. C'est-à-dire que je ne la connaissais pas totalement. C'est-à-dire qu'en y restant, c'est le rythme qui change les choses. Et aussi dehors, on voit ces rues vides et on se dit, mais c'est fantastique. Moi, j'habite une ville fantastique. Je ne savais pas de cette façon-là. Dans votre roman Être en vie, qui est paru aux éditions Stock, votre héroïne, elle se sent perdue partout. Est-ce que vous aussi, vous vous sentez perdu à la fois dans le monde que nous vivons et celui qui nous attend demain? Non, perdu, oui, dans Être en ville, il y avait cette femme elle a été adoptée, elle avait toute une vie elle avait peur de voyager, peur d'aller dans les endroits, de se perdre, et aussi envie de le faire, je pense. Euh, un côté de moi est comme ça, oui. J'ai un peu, de temps en temps, j'aurais envie et maintenant, en plus, c'est impossible, envie d'aller quelque part. Il y a dans quelques-uns de mes films, il y a aussi une femme, par exemple, qui le jour de Noël s'en va. Toute la famille l'attend. Donc, il y a aussi, oui, cette envie de s'en aller des fois, d'être absente. Et dans Quatre amours, il y a un des personnages qui a ça aussi, de s'enfuir un peu. Et, mais c'est quelque chose, oui, que j'ai aussi, et avec le même désir de revenir aussi. C'est comme dans les familles, non? Les familles, on les aime et on les aime parce qu'elles nous protègent et on veut s'en aller parce que ça nous étouffe. Donc c'est un peu, oui, c'est quelque chose qui m'appartient et sûrement elle est assez humaine, je pense. Ce roman Quatre amours, il évoque les couples, il évoque les familles. Pourquoi est-ce que vous diriez que cette crise, elle s'immisce véritablement partout, y compris au sein des couples et des familles? Ben, nous avons notre génération, la façon dont on est ensemble, on fait des enfants, la famille est en train de changer complètement. C'est-à-dire que je pense surtout par le changement du rôle des femmes, ça a fait complètement bousculer tout. Moi, je dis heureusement, qui veut revenir en arrière? Mais en même temps, ça a donné une grande fragilité. Et parce que déjà, il y a le rapport entre hommes et femmes qui est plus compliqué parce que les rôles ont changé. Et donc, c'est comme on est dans un laboratoire. On voit on découvre des choses de nous-mêmes et comment être ensemble, comment travailler avec des enfants, comment s'aimer. Est-ce qu'on peut s'aimer comme on le faisait avant, disons, par construction toute une vie? Non, c'est presque impossible. Donc, euh, c'est la séparation est un élément, malheureusement, je dis, hein, je ne dis pas que c'est bien, mais que beaucoup de gens connaissent à un certain moment de leur vie. Et donc, les choses ne sont pas si durables.
Et donc, on vit aussi cette réalité qui, par exemple, pour les enfants, est une réalité des fois pas facile, à laquelle ils s'habituent évidemment. Mais donc, écrire sur ça, c'est pas une recette. Moi, je n'ai pas de recette, je ne sais rien. Ce que je sais que c'est si on raconte des choses, si on essaye de raconter des vies à travers des faits qui arrivent tout le temps, comme des séparations, on raconte un peu le monde dans lequel on vit, et on raisonne, si on réussit à raisonner et à penser à ces choses, c'est déjà une chose qui, qui, qui peut nous faire réfléchir par rapport aux choix qu'on fait. Et puis, la littérature est comme ça, elle ouvre des fenêtres. Après, on doit se pencher, regarder, on va voir, je ne sais pas. J'ai jamais des idées trop claires sur tout ça. Dans vos articles, vous décrivez également la vie que nous vivons actuellement en raison du coronavirus, en raison du confinement. Pourquoi est-ce qu'il a suffi de ce petit virus qui en même temps est gigantesque pour nous révéler l'absurdité de la vie? Et qu'est-ce que ça signifie être en vie pour vous aujourd'hui? Ben, un virus, disons qu'il y a eu d'autres pandémies dans le monde, dans l'histoire, on le sait, il y a l'espagnol, mais puis la peste, n'en parlons pas. Et donc, ça existe. Nous, on pensait qu'avec toute notre technologie, toute notre modernité, tout ce qu'on sait faire, ça ne pouvait pas nous arriver simplement. Que c'était une chose du Moyen Âge, une chose perdue dans l'histoire. Au contraire, non. Et, et les virologues, les médecins nous l'ont dit, Bill Gates nous l'a dit, je ne sais pas comment il est arrivé ça, mais il l'a dit, et, et on n'y croyait pas parce qu'on a sûrement la vie, notre vie, tout le monde, on a une espèce de omnipuissance. On vit dans une sensation qu'il n'y a pas de limite à notre action, ni à notre liberté, ni à notre action. Et ça, c'est pas vrai. Et donc, un virus qui est petit, mais il circule très rapidement, il nous lie et donc il nous divise, il nous sépare. Et les effets de la biologie existent, les animaux existent, les arbres existent, la nature. Donc on peut pas, on n'est pas les possesseurs de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des limites. Moi, je pense que ça nous a fait une sensation d'être limité. Mais la limite, à mon avis, n'est pas du tout un appauvrissement. Moi, je pense que sur ça, un peu, les femmes le savent un peu. Hein. Quand tu attends un bébé, tu es limité. Ton corps, il a un autre dedans. Tu sais qu'il y a une limite à ta totale liberté. Mais l'enrichissement d'avoir un bébé, c'est incroyable. Donc, je veux dire, il faut raisonner un peu sur ces choses en pensant qu'il faut quand même penser le monde uni. L'Europe, n'en parlons pas, ça serait la base, disons. Mais le monde, et puis aussi le fait qu'il y a des limites à notre action et que peut-être ça peut changer aussi l'exploitation des choses et des personnes aussi. Dans votre dernière tribune que vous avez signée dans l'Obs, cet hebdomadaire français, vous vous interrogez sur le déconfinement en vous posant cette question: suis-je prête pour la liberté? Pourquoi est-ce qu'elle vous effraie et quelle est votre liberté à vous? Non, elle m'effraie pour des raisons. Elle ne m'effraie pas, mais elle me donne comme la sensation que je ne suis plus habituée parce qu'on a vécu là aussi avec une limite précise, comme les enfants, comme les parents nous ont dit, vous ne devez pas sortir. Comme quand on est petit, on ne pouvait pas sortir la nuit, on ne pouvait pas sortir le soir. Donc, c'est en effet, quand je vais, par exemple, me promener dans la rue, on a droit encore à circuler en 200 mètres de la maison. 200 mètres, on peut les faire de différentes directions. On essaye d'innover pour que ça ne soit pas monotone. Et donc, tout à coup, je ne pense pas que ça va arriver comme ça. Hein. Je pense que ça sera graduel. Mais c'est un effet comme de et maintenant, qui me dit ce que je dois faire ou je ne dois pas faire. Ça va être, je pense que quelque part, ça va être, disons, une sensation étrange. Et puis la sensation étrange, c'est que tout à coup, comme quand on est malade, quand on a une maladie et on reste à la maison pendant longtemps, le premier jour qu'on sort, on a la sensation d'être dans un endroit qu'on ne connaît plus.
très énorme parce qu'on on est resté dans un endroit plus petit. Et ça va être un peu comme ça. Donc, je pense que oui. Euh, et ça aussi, ça va être une grande expérience. Je sais pas anticiper parce que le 4, on pourra bouger un peu plus. Mais c'est une expérience incroyable. Nous sommes la génération qui a connu ça. C'est comme, on va être la génération qui a connu cet état-là. Et les enfants vont dire, moi, j'avais 4 ans quand il y avait cette chose-là. C'est une chose qui nous est arrivée. Ça marque beaucoup. Et votre ultime liberté, c'est quoi? C'est l'écriture, c'est la création? Disons que la liberté, c'est oui, la liberté créative, on l'a. Personne ne te, heureusement, personne ne t'a dit, même dans le confinement, tu as pu l'avoir. La liberté, je pense que c'est la possibilité de rencontrer les gens. Moi, ça me manque beaucoup. Et ça me manque le café au café, prendre un café avec les gens, les embrasser, des choses que je pense tout le monde. Et je pense qu'on ne doit pas s'habituer à ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, on ne doit pas s'habituer parce qu'évidemment, c'est très efficient, c'est très synthétique. On est là, on fait la chose et après, on se. Mais je pense qu'on doit revenir avec une grande volonté parce que les intérêts économiques sur la technologie sont très forts. On doit revenir au corps. On doit revenir au fait que le corps existe et qu'il rencontre d'autres corps et qu'on se serre la main et on regarde l'expression de l'autre et on sent qu'il est là. Et ça, il faut, comme on doit revenir aux salles de cinéma ou revenir au théâtre et tout ça. Et donc, c'est important, c'est très important de ne pas renoncer à ce côté-là parce que ça serait facile. Hein. C'est de déraper vers quelque chose qui devient comprenant virtuel, comme on a vécu. On a vécu ça. Ça peut être une option aussi. Eh bien, j'espère que nous aurons la liberté de prendre un café, à Paris ou Rome un jour. Absolument, c'est ça, c'est ça. En tout cas, grazie mille Cristina Comencini. Grazie a voi a Parigi. Non vedo l'ora, j'ai très envie de venir à Paris. Voilà. Moi, je voudrais être à Paris maintenant parce que maintenant, je suis restée assez. En tout cas, merci beaucoup et surtout portez-vous bien. À vous aussi, et vous aussi. Au Merci. revoir. Au Ciao. revoir. Ciao.